Me croiriez-vous si je vous disais que le jour de mon mariage, j'ai perdu 2 des personnes les plus importantes de ma vie. Mon futur mari et ma meilleure amie. J'ai toujours cru que ce jour d'histoire n'existait que dans les films ou les romans de gare, mais j'ai découvert une vérité cruelle. La trahison vient presque toujours de ceux en qui vous avez le plus confiance. Le matin du mariage ressemblait à un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Ma mère vérifiait les fleurs encore et encore. La coiffeuse fixait la dernière boucle dans mes cheveux et Élise, ma meilleure amie, était assise à mes côtés, serrant mes doigts, me disant de respirer. Elle souriait doucement et rien qu'en la regardant, je me sentais apaisée. Je pensais, voilà le bonheur, calme, chaud, rassurant. J'ai rencontré Michel 2 ans plus tôt, un mardi ordinaire au centre de Paris. La ville était grise, lourde, mais à l'intérieur d'une petite librairie régnait une atmosphère presque magique. Nous avons tendu la main vers le même roman et nos doigts se sont frôlés. Il a ri et dit « Peut-être que le destin veut que nous le partagions ». J'ai roulé les yeux devant cette phrase un peu ridicule, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ce soir-là, il m'a raccompagnée chez moi. Sa voix était posée, ses pas calmes, comme s'il avait tout le temps du monde pour apprendre à me connaître vraiment. Les premières semaines avec lui furent lumineuses et simples. Des cafés sans fin, des pluies sous un même parapluie, des longues promenades au jardin du Luxembourg, des baisers timides devant ma porte. Michel n'était ni riche ni extravagant, mais il était attentif à tout. Il se souvenait comment j'aimais monter, quelles chansons me laissaient muette, pourquoi les parcs de la ville au crépuscule me donnaient du courage. Quand 1 an plus tard, il m'a demandé de l'épouser au bord de la Seine, sous un ciel rosé, avec le vent froid caressant nos visages, j'ai dit oui, avant même qu'il termine sa question. Élise était présente à chaque étape. Elle me poussait à essayer des robes que je jurerais ne pas pouvoir porter. Elle écoutait mes doutes, mes peurs, mes rêves, qu'elle connaissait ma famille, mes habitudes, mes petites manies. Pour moi, elle n'était pas seulement une amie, elle était une sœur de cœur. À mesure que la date approchait, nous passions de plus en plus de temps tous les 3. Dégustations, rendez-vous avec les prestataires, listes interminables. Si Élise rencontrait Michel sans moi, je me disais que c'était normal, qu'il préparait peut-être une surprise. Ils devaient bien s'entendre. Je voulais qu'ils s'entendent bien. C'est ce que je me répétais, même si, au fond de moi, une lourdeur étrange commençait à m'écraser la poitrine. De petits détails s'accumulaient. Quand j'entrais dans une pièce, leur conversation s'interrompait brusquement, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Leurs regards se croisaient, puis se détournaient trop vite. Un éclat de rire s'éteignait dès que j'arrivais. Rien de concret que je puisse prouver, seulement une intuition, brute, obstinée, qui ne refusait de se taire. Je me disputais avec moi-même la nuit. Je me disais que j'étais injuste, paranoïaque, fatiguée, que le stress du mariage me faisait inventer des histoires. Je me promettais de ne pas douter, de faire confiance à ceux que j'aimais. Je me l'étais juré et j'ai échoué. La veille du mariage, le ciel était lourd, comme si tout Paris retenait son souffle. J'étais éveillée, le téléphone posé face contre table chevet. Une notification éclaira la pièce. Numéro inconnu. Pas un mot, juste une photo. Michel, sa main sur la taille d'Élise, l'embrassant comme il m'avait embrassée la première fois. Mon cœur cogna si fort que j'eus la nausée. Je me suis redressée, glacée, tandis que la chambre tournait autour de moi. Je suis restée à fixer la photo jusqu'à ce que les contours disparaissent. J'ai voulu hurler, courir, frapper à sa porte, leur arracher la vérité. J'ai voulu appeler Élise et l'obliger à me regarder en face. Mais je suis restée immobile, tenant le téléphone comme s'il brûlait ma peau. Demain devait être le plus beau jour de ma vie, mais déjà, il était détruit. Au matin, je me suis lavé le visage et j'ai fixé mon reflet jusqu'à ce qu'il cesse de trembler. Mes yeux étaient gonflés, ma bouche tordue, comme si je n'étais plus moi-même. J'ai pris une décision. La cérémonie aurait lieu. Je ne fuirais pas. Si la vérité devait éclater, elle éclaterait devant tout le monde. Pas par vengeance, mais pour mettre fin au mensonge.
Je me suis habillée comme une femme montant sur une scène qu'elle n'avait jamais choisie. Le voile glissait doucement sur mes épaules. La robe m'allait à la perfection, comme une armure cousue de soie. Ma mère m'a embrassé le front et a murmuré que l'amour pardonne toujours. J'ai hoché la tête, mais je savais, l'amour exige aussi la vérité. Et c'est ce que je voulais plus que tout. La portière de la voiture s'est fermée, le moteur a rugi, et Paris a défilé devant mes yeux dans des couleurs ternes. Je tenais mon bouquet comme une promesse que je n'étais plus certaine de pouvoir tenir. La salle de réception brillait de mille feux, remplie de fleurs, de rires et de regards émerveillés. Les invités discutaient, les verres tintaient, la musique flottait doucement dans l'air. J'ai avancé, la tête haute, comme si tout allait bien, comme si mon cœur n'était pas en miettes. Michel m'attendait au bout de l'allée, dans son costume parfait, les yeux fixés sur moi. Élise se tenait à ses côtés, tenant mon bouquet de secours, comme prévu. Personne ne se doutait de rien. Seul moi connaissais la vérité. Le prêtre a commencé la cérémonie. Ses mots solennels emplissaient l'église, mais ils glissaient sur moi sans que je les entende vraiment. Chaque pas résonnait dans ma poitrine comme un coup de tonnerre. Quand j'ai enfin rejoint Michel, il a souri, ce sourire qui m'avait autrefois fait fondre. J'ai voulu y croire, j'ai voulu oublier, mais l'image de cette photo restait gravée dans ma mémoire. Puis vint le moment des vœux. Tout le monde retenait le souffle, attendant des promesses d'amour éternel. Michel inspira profondément, ouvrit la bouche et je l'ai interrompu. Ma voix claire, plus ferme que je ne l'aurais cru, a résonné. Avant toute chose, je dois vous montrer quelque chose. Un frisson parcourut la salle. J'ai sorti mon téléphone, affiché la photo et l'ai levé bien haut. Un silence glacial s'est abattu. Voici l'homme que je devais épouser. Et voici la femme que j'appelais ma sœur. Ma voix tremblait, mais ne se brisa pas. Michel devint livide. Élise recula, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Les invités chuchotaient, entre la stupeur, la gêne et l'indignation. Michel essaya de parler. « Ce n'est pas ce que tu crois !» dit-il en tendant la main vers moi. Mais tous avaient vu la photo, tous savaient. Élise pleurait, bredouillait des excuses. Je les regardais droit dans les yeux. Ce n'est pas la photo qui fait mal, c'est la trahison. Pas seulement envers moi, envers nous tous ici réunis. Un verre tomba, éclata en mille morceaux. Ce fut le seul son dans ce silence suffocant. Ma mère porta une main à son cœur. Mon père serra les poings, rouge de rage. La cérémonie était terminée. Je me suis tournée. J'ai traversé l'allée en sens inverse, mon voile traînant derrière moi comme une ombre. Personne ne m'a retenue, personne n'a trouvé les mots. Dehors, l'air froid de Paris m'a giflé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré vraiment. Je n'ai pas pu rentrer chez moi, pas encore. J'ai erré dans les rues, indifférente aux voitures, aux passants, au vacarme de la ville. À l'intérieur de moi, un silence assourdissant régnait. J'aurais voulu pleurer, mais aucune larme ne venait. Tout était sec. Cette nuit-là, je suis allée chez une amie d'université, Claire, qui n'était pas invitée au mariage. Elle ne posa aucune question. Elle me donna une couverture, une tasse de thé, et me laissa seule sur le canapé. Quand enfin les larmes jaillirent, elles furent silencieuses, inépuisables. J'ai pleuré pour ce que j'avais perdu, pour ce que je n'aurais jamais, pour l'innocence qu'on m'avait arrachée. Les jours suivants furent une brume épaisse. Messages, appels, explications que je refusais d'entendre. Michel me cherchait, désespéré. Élise aussi. Je ne répondais jamais. Je lisais seulement leurs mots. « Pardonne-moi, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai besoin de toi. » Mais rien ne pouvait effacer ce qu'ils avaient fait. Un dimanche matin, David m'attendait devant mon immeuble. Un ami commun, quelqu'un qui avait vu la scène de ses propres yeux. Il tenait 2 cafés, son regard était grave, mais bienveillant. Il m'a dit « Personne ne sait quoi te dire parce que tout le monde a vu la vérité. Mais retiens une chose, tu survivras et tu seras plus forte. » Je n'ai rien trouvé à répondre. J'ai juste hoché la tête, pris le café et pour la première fois, je me suis sentie moins seule dans ma solitude. Les jours qui suivirent le mariage ressemblaient à une marche à travers un brouillard épais.
Partout où j'allais, je sentais les regards insistants. Les voisins chuchotaient dans l'entrée, mes collègues me lançaient des coups d'œil furtifs avant de détourner les yeux. Paris me paraissait soudain minuscule, chaque rue résonnant de mon histoire. Je me répétais que cela m'était égal, que c'était mieux d'avoir révélé la vérité que de vivre dans le mensonge. Mais certaines nuits, en tentant de m'endormir, j'entendais encore leur voix. Les promesses de Michel, les rires d'Élise. Elles revenaient comme des fantômes impossibles à chasser. Un soir, Michel est venu frapper à ma porte. Son visage était fatigué, sa chemise froissée, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il m'a supplié de l'écouter. Il disait que c'était une erreur, un moment de faiblesse, qu'il ne voulait jamais me blesser. Il jurait que j'étais l'amour de sa vie. Mais je revoyais la photo. Sa main sur la taille d'Élise, ses lèvres contre les siennes. Et j'ai compris. L'amour ne ressemble pas à la trahison. L'amour ne se cache pas dans l'ombre. L'amour ne ment pas. J'ai fermé la porte, malgré ses cris qui résonnaient dans le couloir. Élise a tenté aussi. Elle m'a envoyé des fleurs, des lettres, des messages vocaux remplis de sanglots. Elle disait qu'elle ne l'avait pas voulu, qu'elle m'aimait plus que tout, qu'elle était perdue, ivre, seule. Excuses. Rien que des excuses. Je n'ai jamais répondu. Et pourtant, je n'étais pas libre. La trahison s'était ancrée en moi, comme une cicatrice invisible. Je la portais partout, dans la façon dont je sursautais à un rire étranger, dans ma méfiance face à la gentillesse, dans mes doutes même envers mon propre reflet. David devint la seule présence constante. Il m'invitait à prendre un café, non pour parler de Michel ou d'Élise, mais de la vie, de futilité, de livres, de musique, de pourquoi la pluie rend les réverbères si mélancoliques. Avec lui, je respirais. Les semaines devinrent des mois. Peu à peu, je réappris à sourire, pas parce que j'avais oublié, mais parce que je me souvenais de qui j'étais avant que la trahison ne tente de me redéfinir. J'étais encore moi, plus forte, marquée, mais vivante. Un après-midi, en marchant au bord de la Seine, là où Michel m'avait demandé en mariage, je me suis arrêtée. Le vent froid fouettait mon visage, l'eau sombre coulait avec force. J'ai pensé à la jeune femme qui avait dit oui ce jour-là, le cœur ouvert et la confiance intacte. Elle n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait traversé le feu et n'avait plus peur des cendres. J'ai murmuré à la nuit « Tu ne m'as pas détruite, tu m'as libérée ». Les mots avaient un goût amer, mais ils sonnaient vrais. Plus tard, David m'a rejoint sur le quai. Nous n'avons pas parlé de Michel, ni d'Élise, ni du mariage. Nous sommes restés là, simplement, à regarder l'eau frapper contre les pierres. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. Pas le bonheur, pas la joie, mais une paix fragile. Et peut-être le commencement de quelque chose de nouveau. Le temps passait, même si j'avais l'impression d'être restée en arrière. Les saisons défilaient comme des pages arrachées d'un livre qui ne m'appartenait plus. Parfois, j'apercevais Michel au loin, dans un café, sur une place, même une fois près de mon bureau. Il ne m'a jamais approché. Quand nos regards se croisaient, les siens étaient pleins de regrets. Mais moi, je n'en avais plus rien à faire. Élise, elle, disparut presque complètement. J'appris par des connaissances qu'elle avait quitté Paris, qu'elle avait perdu ses amis, que même sa famille l'avait rejetée. Je ne ressentis ni vengeance ni soulagement, juste du vide. La trahison détruit tout, pas seulement la victime. David, lui, resta près de moi, pas comme un sauveur, mais comme une preuve que la bonté existait encore. Nous allions à de petits concerts, nous flânions dans les marchés, nous parlions de projets à venir. Il ne m'imposait rien, n'attendait rien de moi, et c'est cela qui m'a guéri plus que toutes les excuses. Un jour, des mois plus tard, je me suis retrouvée dans un café, en train d'écrire dans un carnet. Pas des notes sur Michel ou Élise, mais sur moi. Des choses que je voulais apprendre, des lieux que je voulais visiter, des peurs que je voulais dépasser. Quand j'ai levé les yeux, je me suis surprise à sourire sans raison. J'ai compris alors, la vie ne me devait rien, mais moi non plus, je ne devais rien à personne. Les souvenirs restaient là, bien sûr, comme des cicatrices qu'on ne peut pas effacer. Mais ils ne faisaient plus mal. Ils n'étaient plus des chaînes. Ils étaient devenus des marques de guerre, la preuve que j'avais survécu. Le jour où je suis retournée seule au jardin du Luxembourg, j'ai vu des couples rire, des enfants courir, des vieillards main dans la main. Le soleil filtrait à travers les arbres et j'ai pensé
L'amour n'est pas une promesse éternelle. C'est un risque que l'on choisit de prendre chaque jour. Moi, j'avais pris ce risque, et j'étais tombée. Mais je me relevais. Peut-être qu'un jour j'aimerai à nouveau, peut-être pas. L'important, c'est que désormais je m'appartiens, et personne ne pourra jamais me l'enlever. Quand on me demande pourquoi j'ai arrêté le mariage, je souris et je réponds « parce que je mérite la vérité ». Certains hochent la tête, d'autres ne comprennent pas. Peu importe. L'essentiel, c'est que moi, je sais qui je suis. Cette histoire n'est donc pas seulement celle d'une trahison, c'est l'histoire d'un réveil, de tout perdre pour découvrir que je n'avais rien à perdre, de comprendre que le véritable amour commence en soi-même. Car au final, ceux qui ont tenté de me briser n'ont réussi qu'à me rendre plus forte. Et pour cela, je ne les remercierai jamais. Mais je n'aurai plus jamais peur d'eux.